bonjour à tous, à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors, la question que j'ai posée en introduction de cette session, et je pense qu'elle est essentielle, c'est comment on passe de l'individuel au collectif, comment on fait passer quelques personnes qui s'engagent à beaucoup de personnes qui s'engagent. Je vais peut-être commencer par toi, Magali, parce que, à mon sens, les artistes, et toi c'est vraiment dans cette partie que tu vas, ont un rôle essentiel dans les histoires collectives qu'on se raconte. D'abord, comment ça t'est venu cette idée d'aller vers ça, en prenant ton passé aussi évidemment de productrice, et comment tu vois l'impact de On est prêt et comment ça bouge en fait? Oula, ça fait beaucoup de questions. Déjà, je vais faire un petit test dans la salle. Qui connaît l'affaire du siècle? Ok. Qui a signé? Ok. Qui connaît On est prêt? Ok. Donc, On est prêt, pour ceux qui ne connaissent pas. Initialement, ça a été une première campagne lancée fin 2018 sur les réseaux sociaux, avec au départ 60 créateurs qui, pendant 30 jours, ont proposé chaque jour un geste pour le climat. Donc au départ, c'était des gestes très simples. Le premier jour, je vide ma boîte mail parce que Internet, c'est l'équivalent du 6e pays au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Comme ça, crescendo pendant 30 jours. Et le dernier défi final, c'était l'affaire du siècle, donc ce procès contre l'État pour inaction climatique. Donc ce procès a été porté par 4 ONG. Nous, on a organisé la mobilisation citoyenne autour. Et il y a eu une pétition de 2,3 millions de citoyens pour soutenir ce procès-là. Donc ça, c'est devenu la plus grosse pétition française. Au tout départ, quand j'ai lancé cette première campagne, il y avait juste une quinzaine de créateurs web. Quand on l'a lancé en novembre, donc 6 mois plus tard, ils étaient une soixantaine. Et à la toute fin, il y avait plus de 120 personnalités. Et en fait, le premier enjeu, c'était de faire grossir cette communauté de créateurs. Et au départ, les 15 premiers étaient des créateurs très engagés. Et petit à petit, au fur et à mesure où on a préparé la campagne, le cercle s'est agrandi. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à en parler les uns aux autres. Et ça a fait vraiment boule de neige. Et en fait, il y a eu un effet seuil qui a permis au collectif véritablement de prendre forme. Et ça a eu un effet très vertueux. C'est que ça leur a donné beaucoup de courage les uns aux autres. En fait, le premier cercle a été franchi et donc il y a des créateurs qui n'en avaient jamais parlé, qui ont osé en parler pour la première fois. Il y en a qui étaient végétariens, qui n'osaient pas le dire sur les réseaux sociaux. Et donc là, en fait, la force du collectif a fait qu'enfin, ils ont eu le courage de dire qu'ils étaient écolos. Donc ils ont fait un coming out à ce niveau-là. Et ensuite, ça a été super bien accueilli par leur communauté. Leurs communautés ont adoré les voir en action. C'est-à-dire que chaque jour, ils se montraient en action et non pas en mots. Donc c'était pas il faut faire ça. Il n'y avait pas de culpabilisation, surtout pas. En fait, c'était on agit tous ensemble et on s'encourage avec nos vulnérabilités. Et si on a des vulnérabilités, des faiblesses, c'est OK. Et c'est comme ça, justement, en agissant ensemble, qu'on va surmonter le truc. Axel, toi tu fais aussi des actions citoyennes aujourd'hui avec Make.org. Comment t'es passé, parce qu'avant tu étais chez Deezer, comment t'es passé de Deezer à Make.org et qu'est-ce que vous essayez de faire à travers Make.org pour faire bouger les foules? Parce que finalement il y a une même logique de faire bouger les foules via la masse. Je pense d'abord qu'il est clé de passer de la démarche individuelle à la démarche collective. Pas seulement parce que c'est ce qui la rend efficace, aussi parce que je pense que, je crois que c'est Edgar Morin qui disait ça, que ce qui fait nos sociétés, c'est plus des communautés de l'être, c'est des communautés du faire, et que c'est le faire ensemble qui est capable de reconstituer le socle de nos sociétés. Et donc cet enjeu collectif, il est encore plus important que l'impact qu'il produit. La deuxième chose sur l'enjeu collectif, c'est que il y a plusieurs natures d'enjeux collectifs. L'enjeu collectif, c'est de synchroniser des actions individuelles, un premier niveau. Deuxième niveau, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est de communément agir sur une puissance externe pour la faire changer, donc généralement la puissance externe étant le pouvoir politique. Et le troisième niveau, c'est d'agir tous ensemble. Tous ensemble, pas dans nos comportements individuels, mais de façon collaborée dans des actions qui ont un impact systémique. Donc, quand on a monté Make.org, on l'a monté en se disant comment est-ce qu'on peut
agir collectivement de façon systémique en mettant autour de la table des centaines de milliers de citoyens, toutes les associations spécialisées du sujet correspondant, des entreprises, des médias, parfois des institutions. Et là, on a découvert un procédé, je dis découvert parce qu'on ne l'avait pas inventé, il s'est construit au fil de l'eau, qui est assez radical. Le premier, c'est que si on veut engager massivement les gens, on les engage beaucoup mieux en leur posant une question qu'en leur proposant des solutions. Et donc, on a inventé une méthode de consultation où, là, en ce moment, sur l'environnement, on pose à plus de 10 millions de personnes une question, comment agir ensemble pour l'environnement. On a déjà plus de 500 000 personnes qui ont répondu. Et cet engagement initial est le début d'un processus pour chacun des citoyens en question, et que c'est un mode de transformation beaucoup plus fort que de simplement les inciter à changer les uns après les autres. Le deuxième parti pris, c'est qu'il y a des confusions d'actions, notamment sur l'environnement, et nous, notre parti pris, c'est on va aller sur les consensus. Il y a toujours 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Alors, ces 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, ce n'est pas les sujets qui vont tout régler. Il y a des sujets sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. À la limite, ça, c'est les pouvoirs publics. Mais sur les 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, on est capable de s'organiser. Et c'est ce qu'on fait. Donc, pendant 8 mois, on fait travailler toutes les associations sur les 10 évidences citoyennes avec des citoyens. Et c'est comme ça qu'on arrive à concevoir 5 à 10 actions qui vont être systémiques, déterminantes à l'échelle nationale en 3 ans. Et ces actions, on les met en œuvre et on les suit jusqu'à ce qu'on ait obtenu le fin volet. Et là, dans ce processus-là, je pense qu'on maximise, premièrement, l'engagement initial, et qui est une forme de nudge, quelque part, cette question ouverte. Deuxièmement, on maximise le fait qu'on va coordonner des forces beaucoup plus importantes que la somme des citoyens, puisque là, on parle d'une cinquantaine d'associations, de 10 entreprises, de plusieurs institutions, de quasiment tous les médias français. Et puis, troisièmement, on arrive à des actions qui sont systémiques. C'est-à-dire des actions qui vont changer la donne durablement et qui ne sont pas simplement un mieux, mais qui vraiment vont changer la donne. Et Stéphanie, vous bossez ensemble avec Citeo. Vous êtes chez Citeo beaucoup plus sur les emballages. Alors, oui, sur le tri et le recyclage, voilà, le réemploi aussi. Voilà. Comment tu penses qu'on peut faire changer les comportements? Est-ce que c'est forcément en ayant une démarche, ou est-ce que c'est en ayant une démarche positive? Est-ce que c'est en ayant une démarche plutôt coercitive? D'ailleurs, on va les obliger à faire. Est-ce que tu penses que, par exemple, dire aux gens arrêtez de consommer, je ne sais pas, des shampoings liquides, si tu leur dis ils vont le faire? Ou est-ce qu'il faut arrêter les shampoings liquides? Enfin, je ne sais pas, c'est des questions... De toute évidence, je pense qu'on peut tous en convenir ici, être dans l'injonction ne fonctionne pas et ne fait pas changer un comportement, ni individuel, ni collectif. Alors, effectivement, nous, la question de la mobilisation et de l'engagement chez Citeo est clé depuis plus de 25 ans, puisque en 92, on apportait une solution concrète pour que les consommateurs puissent limiter l'impact environnemental de leurs emballages sur la planète. C'est une solution que vous avez peut-être chez vous, en tout cas je l'espère, qui est maintenant couvre la totalité du territoire, c'est le bac jaune, le bac de tri. En 92, c'était une vraie rupture. Une rupture à plusieurs niveaux. Déjà, une rupture dans les représentations. Parce qu'il faut que vous vous rappeliez quand même, en 92, d'une part, la question des déchets n'était pas du tout en haut de la pile des préoccupations. Et d'autre part, on ne se posait pas la question de ce qu'on pouvait vraiment faire pour l'environnement, en tout cas pas collectivement. Alors, je ne vais pas vous faire tout un déroulé historique, mais c'est vrai que quand on échangeait en amont de cette table ronde, le point pour nous qui est le plus complexe à résoudre, c'est qu'on a 89% des Français qui disent trier leurs emballages et leurs papiers chaque jour. Et on a 93% qui déclarent une forte adhésion, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que ça va faire changer, que ça va limiter l'impact des emballages sur la planète, que c'est une manière de préserver les ressources. Donc on a une adhésion qui est forte, on a une mobilisation qui est là. Mais on a un passage à l'action qui n'est pas là, puisqu'il n'y a que la moitié des Français qui trient systématiquement, donc tous les jours, à tous les moments, tous les endroits. Alors je sais quelle est la première chose que là vous pensez, enfin j'ai l'audace de penser que je le sais. C'est oui, ok, mais on ne peut pas trier partout, tout le temps. Donc, est bien sympa là, mais en fait, c'est pas si facile que ça. On n'a pas tous la capacité pratique. Et je pense que pour passer d'un changement qui est déjà « je suis convaincu, j'ai l'intention de faire » à « je fais vraiment », nous devons apporter des solutions pratiques.
Et je pense à Yuka, qui fait partie des solutions qui sont présentées aujourd'hui. Yuka, qui est aujourd'hui plébiscitée, est une solution simple, effectivement, pour avoir des indications sur les produits qui sont consommés en linéaire. On en parle beaucoup, c'est une appli qui facilite le choix. Qui facilite le choix dans un temps très réduit. Parce que, effectivement, avant de passer à une mobilisation collective, je pense qu'il ne faut pas mettre de pression sur l'individu en n'étant ni dans l'injonction, ni, je dirais, dans puisque tu le sais, tu le fais. Il faut aussi prendre en compte tout le contexte du quotidien, donc toutes les contraintes qui pèsent sur chacun d'entre nous, et y compris l'attention qu'on accorde à ces sujets dans notre quotidien. Et alors ici, on est tous convaincus, je pense, parce que sinon on ne serait pas là, mais on a nos voisins, notre entourage, notre famille, des personnes qu'on croise dans notre travail, qui peut-être considèrent qu'ils n'ont pas le temps à accorder à ces questions-là. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse, que je trouve je trouve que les discours sur l'écologie sont parfois un peu binaires, c'est-à-dire que d'un côté, faut être militant écologique, il faut faire son savon tout seul, sa lessive tout seul, etc. De l'autre côté, la technologie va nous sauver, regardez Elon Musk, on va aller vivre sur Mars, etc. Et entre les deux, tu as des gens qui ont une conscience écologique, mais qui ne sont pas des militants écologiques, qui en ont un peu marre parfois de la culpabilisation écologique, et qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas comment faire. Toi, Magali, comment tu envisages les choses, en particulier à travers les artistes? Est-ce que tu crois que c'est en ayant un chemin positif, en ayant un discours positif autour du changement, ou justement, comme je disais tout à l'heure, coercitif? En fait, avant la première campagne On est prêt à agir pour le climat, on a étudié les études qui existaient sur la psychologie cognitive à ce sujet-là. Et en fait, on est parti de la pyramide de l'engagement qui, tout en bas, donc pose les climato-sceptiques. Au milieu, il y a les indifférents, les sensibilisés, les engagés et les ambassadeurs. Et en fait, on a constaté qu'il ne fallait pas du tout parler de la même manière à ceux qui sont au milieu et à ceux qui sont en haut. Donc en fait, les plus militants, les plus conscients de ces sujets-là, sont déjà dans une énergie de colère et d'indignation très forte, tandis que ceux qui sont middle, si on leur parle de cette manière-là, ils vont s'enfuir en courant. Donc en fait, ceux qui sont au milieu de la pyramide, l'enjeu, c'est plutôt de leur parler sur le mode de la joie et de la surprise, de les surprendre. Et il y a d'autres études, quand on corrèle les choses, qui montrent que, en fait, il est super important dans un premier temps d'expliciter les choses, mais que, étant donné que les faits sont très anxiogènes, la peur peut provoquer du déni, donc un effet de sidération puis de déni. Et en fait, pour éviter de tomber dans cette phase de déni après la sidération, l'enjeu, c'est d'apporter des solutions dont on a l'impression qu'elles enrayent la menace, qu'elles pourraient enrayer la menace. Donc là, c'est pas facile pour le changement climatique, c'est un sacré challenge. Donc nous, en fait, dans nos campagnes, on a vraiment essayé d'avoir un ratio à 30-70%. À 30%, on explique ce qui ne va pas, on donne des faits, et il n'y a même pas besoin d'en rajouter, les faits sont déjà tellement flippants en eux-mêmes qu'ils se suffisent. Et dans un second temps, en fait, on propose des solutions. Et on propose des solutions au niveau individuel, industriel et politique. Voilà. Et Axel, justement, elle parlait de joie. Je sais que toi, tu as tout un truc autour du chemin jubilatoire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu envisages les choses? Moi, je suis très sensible à l'angoisse environnementale, en fait. Je trouve qu'on est, de façon générale, pas que sur l'environnement. Maintenant, on est en contact avec la douleur de tout le monde qui vit à 40 000 km de là où on habite. Alors qu'avant, on connaissait la douleur de nos proches. Puis, si on voulait aller voir ce qui se passe au Sahel, il fallait y aller. Sinon, on n'était pas forcé d'être en empathie avec celle-ci. On est en contact avec la douleur de l'intime de plein de gens qu'on ne connaît pas. Et donc, on est assailli d'injonctions d'empathie qui sont extrêmement difficiles à vivre. Et je suis très content que tu aies utilisé le mot de sidération parce que, effectivement, là, on parle d'angoisse. La réalité, c'est qu'on peut devenir une société en sidération par rapport à tous ces enjeux absolument gigantesques. Donc, les chemins pour y arriver, ceux que tu as décrits sont parfaits. Encore une fois, notre chemin, c'est un chemin de miser sur la part de collectif de chacun.
C'est-à-dire que vraiment le clé d'entrée, c'est une question qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble et comment on agit tous ensemble. Et qu'il y a une force propre à ce chemin-là, et qui est un début de chemin jubilatoire. Ensemble, tout est plus accessible. Et le chemin a une vertu en tant que telle. Alors tout seul, on fait quelque chose, on a l'impression que c'est bien, puis finalement on a l'impression qu'on fait tout mal, que de toute façon on est en train de foutre en l'air tout ce qu'on fait, et puis on ne sait plus quoi faire. Donc ça, le premier sujet, c'est ça. Je pense qu'il y a un deuxième sujet qui est complètement parallèle, qui est celui de la quantification très simple, ce qu'a apporté Yuka sur l'alimentation. C'est-à-dire, là, si on voulait mettre des spécialistes pour déterminer les bons critères et des trucs, on n'y arriverait pas, mais en revanche, on pourrait assez rapidement trouver des critères. Je veux dire, la mesure simple de comment je compense complètement mon empreinte environnementale. Alors le but, c'est pas de la compenser, hein, le but, c'est de la réduire. Mais déjà de mesurer combien ça ferait de la compenser, eh bien, c'est déjà un début. Là. On dit, voilà, je suis là, après je vais compenser une deuxième famille, ou alors je vais compenser les 75% qui dépendent des industries. Enfin bref, il y a plein de manières de le faire. Et je pense que ça sera une des actions qui naîtront de la grande cause d'environnement, c'est de trouver des milestones, des points de passage individuels et collectifs qui permettent idéalement ce chemin de progression jubilatoire. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je suis totalement d'accord effectivement sur l'idée de progression dans les apprentissages, sur le refus de l'injonction. Et alors, je rebondis sur ce que tu disais, Axel, c'est qu'on est tous influenceurs de notre entourage sans s'en rendre compte. C'est un élément de levier de nudge, hein, c'est en gros la capacité de prescription. Si j'ai en admiration mes amis, des personnes que je ne connais pas, mais que je suis sur Instagram, j'ai envie de me projeter et j'ai envie de faire comme eux. Donc voilà, on a tous un potentiel d'être liés au collectif par cette capacité d'influence, et ça, il ne faut pas la sous-estimer. Et effectivement, alors, je suis la première à dire qu'il faut offrir des solutions pratiques, il faut effectivement faciliter les gestes. Katharina nous a parlé des nudges, qui sont une forme, effectivement, notamment quand elles sont créatives, de mise en action. Après, nous, on a aussi une conviction, c'est quand même, pour dépasser la sidération, qui est une première étape qui est nécessaire, pour mettre en mouvement, il faut vraiment faire prendre conscience des enjeux et mettre en responsabilité. Alors, mettre en responsabilité, souvent, c'est confondu avec l'injonction. Souvent, on dit il faut que les gens soient responsables, et on imagine tout de suite que ça veut dire leur renvoyer du négatif. Mettre en responsabilité, c'est éclairer chacun sur les conséquences des choix qu'il va opérer. Et lui dire maintenant que tu sais quelles sont les conséquences, à toi de voir. Consommant conscience. Exactement. Et en fait, nous, on fait ça en éducation à l'environnement. Alors souvent, tout le monde nous dit d'abord les enfants, ok, mais les adultes aussi. C'est d'être eux-mêmes autonomes dans leurs apprentissages. C'est-à-dire de ne pas arriver avec voilà ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. C'est de dire, écoute, pose-toi la question quand tu vas acheter un produit, lorsque tu vas faire un choix dans un magasin, de quel est ton besoin et qu'est-ce que tu vas faire après. Nous, on est confrontés à un problème aujourd'hui. Je prends l'exemple de la bouteille en plastique, qui va parler à tout le monde, puisqu'elle est très décriée. 93% des Français savent que cette bouteille se recycle. On a une bouteille sur 10 qui est collectée à Paris. Et à Marseille, c'est à peu près la même chose, 1 sur 5 en France. Donc, bien évidemment, la réaction émotionnelle, c'est de dire, on va les interdire, il ne faut plus acheter d'eau en bouteille, ok. Mais est-ce que déjà on peut juste se poser la question de comment on peut faire pour accompagner les personnes qui effectivement ont fait ce choix-là de consommation, mais qui derrière finalement n'arrivent pas à concrétiser, je dirais, leur responsabilité. D'où les solutions pratiques et d'où aussi la prise de conscience des enjeux quand même, c'est-à-dire de valoriser, pas de faire peur, pas de dire si tu achètes cette bouteille, tu vas ruiner la planète, mais de dire voilà ce que tu peux faire qui va permettre à cette bouteille de redevenir une ressource. Et voilà. Je pense que c'est important d'être positif aussi sur les conséquences des actions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je voulais quand même vous demander à chacun, mais alors très rapidement, pour les personnes qui sont présentes, comment elles peuvent convaincre leur ami qui est absolument pas écolo. C'est quoi le truc? Alors toi, tu parles de consommer en conscience. Est-ce que vous avez d'autres conseils rapidement? Parce que on est à la fin, en fait. Magali? Oh là là, il n'y a pas une réponse qui peut marcher pour tout le monde. Enfin,
Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la personne en face et peut-être passer par le jeu. Enfin, le jeu, le fait de jouer et de faire. Oui. Le faire, c'est souvent un acte préparatoire à la prise de conscience. Donc, c'est pour ça que moi, je valorise beaucoup l'expérimentation. Une cleaning walk, un truc comme ça, tu vois, tu vas à la plage, tu ramasses les déchets. Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Ok. Axel? Alors moi j'ai une réponse toute simple, hein. Vous allez sur make.org. Non, mais en l'occurrence, non, là, c'est une réponse de circonstance. Mais dans la consultation initiale de la grande cause environnement, on a cette question ouverte, comment permettre à chacun d'agir pour l'environnement. Si vous y allez avec votre voisin qui est absolument insensible, vous allez juste passer au travers d'une quinzaine de propositions d'autres citoyens. Et ça éveille les 5% de rationnel qui a été évoqué dans la séquence d'avant. C'est assez ludique. Et je pense que c'est une forme de prise de conscience parce qu'on va aller capter non pas qu'est-ce que tu fais toi de bien ou pas bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Encore une fois, c'est un cheval de Troie extrêmement efficace. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Merci.